Mesdames et messieurs, chers amis, Monsieur Rotner, vous avez eu un propos élégant à l'égard des deux ministres ici présents. J'en profite pour saluer ma collègue Sylvia Pinel, qui va s'exprimer juste après moi. Propos élégant puisque vous avez évoqué les difficultés financières de l'État sans nous mettre trop sur le devant de la scène, en espérant avoir une relation apaisée avec le gouvernement, ses représentants, et trouver les bonnes voies d'accord financiers qui nous permettront de sanctuariser, je reprends votre propos, le travail des agences, et je m'en félicite. En tout cas, c'est à l'esprit qui est le mien, et je ne doute pas que c'est celui aussi de Sylvia Pinel dans quelques instants. Considérer un rôle des agences comme, on l'évoquions tout à l'heure, comme étant une partie prenante de l'intelligence territoriale nécessaire aux décideurs pour avoir été longtemps adjoint au maire de Lille sur différents sujets. Je puis vous dire que j'avais toujours eu le soutien et le souci de consulter régulièrement l'agence d'urbanisme de Lille et de la métropole, en l'occurrence, qui a toujours été très utile, jusqu'à un moment donné même la demande de Pierre Mauroy, que je salue au niveau de sa mémoire, faisant porter par l'agence de Lille la candidature de Lille aux Jeux Olympiques. N'y voyez pas de ma part une quelconque allusion à une actualité récente, mais c'est pour vous dire que finalement les gens d'urbanisme peuvent faire beaucoup de choses. Je vois Claude Dargent qui s'énerve sur son siège. Non, il n'y a pas de propos à cet égard, mais ça montre simplement que sur des sujets aussi importants, aussi structurants, eh bien, on a besoin de l'action, de la réflexion des agences d'urbanisme. Et je voudrais bien sûr insister sur la particularité de mon ministère au travers de la politique de la ville. Donc, je vous resaluer, Monsieur le Président Rotner, saluer le Président Claude Dargent, saluer tous les présidents ici présents, élus nationaux, régionaux, départementaux, élus communaux et intercommunaux, Mesdames et Messieurs les collaborateurs et collaboratrices. La politique de la ville peut être vue comme la politique particulière destinée aux quartiers les plus pauvres. C'est une vision objective. Je ne la critique pas, mais je mesure le caractère restreint peut-être de cette approche. Pour ma part, je la conçois davantage comme un concentré de politique urbaine, un concentré permettant de faire vivre dans de bonnes conditions des morceaux de ville. C'était l'expression, et je l'aime bien, qu'utilisait mon prédécesseur François Lamy. En effet, la politique de la ville se distingue moins par sa nature que par son intensité, parce qu'elle concerne des quartiers qui ont moins la puissance publique doit y apporter plus, ce que certains appelleraient une géographie prioritaire ou une géographie inégalitaire. Mais l'ambition pour ces quartiers est la même que pour les quartiers voisins, plus aisés, plus cossus, ou pour les centres-villes. Ces quartiers veulent de l'habitat de qualité, des transports, des emplois, de la culture, du sport, des perspectives pour leur jeunesse et naturellement le tout avec le souci du développement durable. La politique de la ville, c'est donc, permettez-moi cette affirmation, la politique de toutes les villes, de tous les territoires, mais avec la nécessité d'aller plus vite, plus fort, car l'urgence est plus grande, que souvent le désarroi s'est installé chez les habitants, désarroi, désespoir, perte de repères, sentiment finalement de relégation territoriale, et peut-être encore aujourd'hui le pire, sentiment que l'action publique ne peut plus rien faire pour leur apporter le changement attendu. Donc pour être à la hauteur de cette ambition générale pour nos territoires, le rôle des agences et de leur fédération nationale, Monsieur le Président, est essentiel, car cette ambition repose fondamentalement sur la connaissance. Comprendre pour vouloir, vouloir pour agir. Or, vous êtes les principaux producteurs de cette connaissance. Et nous avons besoin de connaissances que je qualifierais presque de scientifiques. Dans le domaine de la démographie, pour mieux adapter la demande de logement et de services publics, dans le domaine de l'écologie, pour inventer les nouveaux modes de construction, de transport, de communication qui seront demain
au cœur de notre vie collective. Dans le domaine de l'économie, pour comprendre les nouvelles logiques productives d'agglomération, de circulation de l'information, celle des transferts des revenus via l'économie résidentielle et l'analyse aussi des causes, dans ces quartiers en particulier, des phénomènes de paupérisation ou de précarité galopante. À ce titre, je souhaite saluer, Monsieur le Président, le travail qui a été fait pour dessiner la nouvelle géographie prioritaire, et on sait que vous y avez pris votre part. Elle est une belle illustration de ce que la science au service de la politique peut produire dans le domaine de la sociologie pour être toujours en phase avec les mœurs et les aspirations de nos concitoyens, comprendre, je reprends ce mot de comprendre, leurs pratiques, leurs usages et les accompagner tant que possible, voire les transformer si nécessaire. Souvent est avancé alors le concept de ville intelligente. Ce sera un concept que nous porterons avec Sylvia Pinel dans le cadre du futur Institut de la ville durable, auquel elle et moi nous attachons une importance toute particulière. Nous y reviendrons devant vous le moment venu. En tout cas, il s'agit de donner de la chair, de la concrétude, permettez-moi cette forme de néologisme, à ces différents concepts. Une ville intelligente est une ville qui sait trouver l'équilibre entre le réversible et l'irréversible, entre d'une part les repères qui structurent l'identité d'un territoire et de ses habitants, et d'autre part la nécessité permanente d'évoluer, de laisser place à la création ou tout simplement à la spontanéité des individus. Faire ce lien entre l'individu et le collectif, c'est aussi, peut-être dans mes perspectives, une forme de reconnaissance de ces quartiers trop souvent décriés, trop souvent stigmatisés, et qui ont pourtant des ressources exceptionnelles. Pour le dire autrement, une ville intelligente est une ville qui nous simplifie la vie, parce qu'elle est en phase avec nos vies. Nous avons donc besoin de connaissances, nous avons besoin de préconisations, nous avons besoin d'opérationnalité. La conception et la construction de ces villes, mesdames et messieurs, et plus largement de ces territoires intelligents, car l'intelligence n'est pas réservée qu'aux citadins. Et je sais toute l'importance qu'attache Sylvia Pinel à l'intelligence du territoire rural. Eh bien, tout cela implique de regarder ce qui se fait autour, de partager les réussites, de dupliquer en adaptant et de créer en s'inspirant. Tout le travail de veille, de benchmark, comme l'on dit aujourd'hui, comme cela a été évoqué, est absolument précieux et votre réseau y contribue très largement. Un territoire intelligent, c'est un territoire qui se perfectionne, un territoire qui apprend de ses erreurs, qui expérimente, qui corrige, qui ajuste. Ce travail considérable appelle des outils et des procédures d'évaluation. Là encore, le réseau des agences est absolument indispensable. Et vous avez raison dans ce cadre, Monsieur le Président, de rappeler que nous travaillons actuellement à élaborer des conventions d'objectifs permettant, outre peut-être le fait de faciliter votre vie financière, surtout d'apporter de nouveaux services à nos concitoyens. En tout cas, cette connaissance est essentielle. Un territoire intelligent, mesdames et messieurs, c'est un territoire qui mise aussi sur l'intelligence de ses habitants et sur l'expression de cette intelligence, notre capacité à favoriser cette expression. Je suppose qu'hier, Myriam El Khomri, que je tiens à saluer, a dû vous évoquer les conseils citoyens auxquels elle attache une importance tout à fait particulière à juste titre. Autrement dit, un territoire intelligent, c'est d'abord finalement un territoire démocratique. Afin que cette implication citoyenne livre son plein potentiel, il est indispensable de donner aux habitants les moyens de cette expression dans de bonnes conditions. Je souhaite en conséquence que ces formes d'expression nouvelles, sur le plan démocratique, soient concertées et adaptées à chaque situation. Je ne pense pas que l'expression citoyenne soit identique d'un quartier à un autre. Elle peut être différente, elle peut être adaptée, elle doit être peut-être aussi tout simplement adaptée comme étant une réponse en fonction de chaque situation. Ces conseils citoyens que j'évoquais tout à l'heure doivent être l'occasion de débats riches et intenses, permettant à la fois une amélioration des politiques publiques, et je n'ai pas peur de l'interpellation, et l'appropriation par les habitants des quartiers concernés. Des habitants qui s'approprient le droit d'expression, qui se sentent reconnus,
sont peut-être demain des habitants qui sauront résister aux sirènes, quelles qu'elles soient, de la vie politique française. Pour cela, nous devons mettre à disposition de nos citoyens une littérature à la fois simple et de qualité. La politique de la ville foisonne, vous le savez bien, d'acteurs, de dispositifs, de sigles. Chaque citoyen n'a pas vocation à devenir un spécialiste de la politique de la ville, mais pour participer à ces conseils, je veux que ceux qui le souhaitent puissent s'informer, se renseigner, s'emparer des sujets. Et je pense, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les présidents des agences, que cette acculturation peut être portée par les différents dispositifs que vous avez déjà imaginés ou que nous imaginerons ensemble. En fait, c'est sans doute un tropisme lié au périmètre de mon ministère, mais je pense que les agences d'urbanisme et leur fédération nationale pourraient devenir, le mot est un peu fort, vous m'en excuserez, mais des acteurs de l'éducation populaire. Il y a d'autres grandes structures d'éducation populaire, mais finalement, les agences d'urbanisme, au travers de leur mission, de leur vocation, de leurs priorités, pourraient être des acteurs d'une éducation populaire réinventée à l'aune du XXIe siècle. Voilà, à grands traits, Monsieur le Président, quelques axes de ce qui pourrait constituer cette nouvelle convention qui lierait mon ministère à la Fédération nationale. Je pense que ces propos ne vous choqueront pas, en tout cas, je l'espère. Si je dois résumer le programme que je vous propose, je retiendrai finalement 3 priorités. La prospective, notamment pour penser les quartiers numériques et écologiques, l'évaluation des politiques publiques et la veille, et donc l'éducation populaire, c'est-à-dire une contribution à une citoyenneté éclairée, active, pour des territoires plus démocratiques. Je dois malheureusement, dans quelques instants, vous quitter après avoir naturellement écouté ma collègue Sylvia Pinel. Veuillez m'en excuser, mais des collaborateurs de mon ministère seront présents à vos côtés et ne manqueront pas de me faire part de vos différentes remarques sur ces propositions. Merci à toutes et à tous pour votre attention bienveillante.